Il résulte de la délibération de la Cour et du jury de nommer Omar Haddad est coupable d'avoir à Mougins, le 23 juin 1991, volontairement porté des coups, ayant entraîné la mort de Guylaine de Renty, veuve Marchal. La justice française a du mal à reconnaître ses erreurs, ses manquements, ses dysfonctionnements. Dans le monde entier, jamais personne n'a réussi, avant de mourir, à dénoncer son meurtrier avec son sang. Il y a 24 ans, le 4 septembre 1998, Omar Haddad redevenait un homme libre. Il avait été condamné pour le meurtre de sa patronne, Ghislaine Marchal, un meurtre qu'il a toujours nié avoir commis. C'est la célébration du centenaire de l'affaire Dreyfus. Il y a 100 ans, on condamnait un jeune officier qui avait le tort d'être juif. Aujourd'hui, on condamne un jardinier parce qu'il a le tort d'être maghrébin. Comment et pourquoi Omar Haddad a-t-il été condamné? C'est ce que je vous propose dans ce premier numéro de notre émission Omar Haddad, le Dreyfus maghrébin. J'ai interrogé le criminaliste Roger-Marc Moreau. Il a été chargé par le célèbre Jacques Vergès de mener une contre-enquête lors du premier procès. Roger-Marc Moreau, bonjour. Quel est votre rôle dans l'affaire Omar Haddad? Eh bien, en 1994, Omar Haddad venait d'être jugé. Il avait été condamné. Enfin, il n'y avait pas d'appel possible à l'époque, ça n'existait pas. La législation a changé depuis. Mais à l'époque, il avait été condamné de manière définitive. Et Maître Jacques Vergès avait déposé un pourvoi en cassation. Par conséquent, il avait pris contact avec moi pour me demander d'envisager, d'apporter des éléments nouveaux pour étayer une possible requête en révision. C'est-à-dire trouver des éléments nouveaux susceptibles de faire naître l'existence d'un doute quant à la condamnation de l'accusé. Parce que, m'a-t-il dit, il était absolument certain, persuadé de l'innocence de son client Omar Haddad. Omar, comment ça va? Comment ça va? Il faut qu'on sorte. Vous avez déposé dès 2002 une demande de révision du procès d'Omar Haddad avec Jacques Vergès, son avocat de l'époque. Pourquoi, selon vous, la justice n'est-elle pas allée plus loin à ce moment-là? Bien, c'est une affaire où, malheureusement, il y a eu beaucoup de rebondissements. On avait déposé une requête en révision extrêmement bien étayée à l'époque. Et la justice française a du mal à reconnaître, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs, ses erreurs, ses manquements, ses dysfonctionnements. À l'époque, il n'y avait pas d'appel, mais malgré tout, ils n'avaient pas trop envie de reconnaître qu'ils s'étaient trompés. Et par conséquent, malgré les éléments très forts que l'on va découvrir grâce à cette contre-enquête, on va obtenir une nouvelle instruction à l'époque. On va pouvoir faire des demandes d'actes, notamment l'analyse du sang, ce qui n'avait pas été fait. On ne sait même pas si c'était du sang d'abord, on ne sait pas si c'était le sang de Mme Marchal ou non. Et lorsqu'on va faire cette analyse, on va découvrir déjà 2 ADN mélangés au sang de Mme Marchal. Et les tamponnements qui vont être faits sur les portes vont démontrer qu'il ne se trouve nulle part ailleurs. Donc dans un premier temps, ils vont dire c'est certainement l'ADN du meurtrier, donc d'Omar Haddad, puisqu'il était condamné. Omar Haddad va dire non, ça ne peut pas être le mien, je ne suis pas le meurtrier. Et par conséquent, il va accepter de se soumettre à une nouvelle expertise et on va découvrir que ce n'est pas l'ADN d'Omar Haddad. On ne trouve aucune trace d'Omar Haddad dans cette fameuse chaufferie. À partir de là, on pensait déjà avoir gagné l'affaire. Si ce n'est pas son ADN, c'était l'ADN de 2 individus qu'on allait pouvoir peut-être identifier. Fallait-il encore les rechercher? Or, la justice, ne voulant pas se déjuger, va refuser de faire quoi que ce soit. Ils vont dire c'est peut-être un ADN de contamination antérieure, concomitant ou postérieure au crime. Et à partir de là, ça ne vaut même pas la peine de chercher. C'est complètement aberrant, évidemment. On va le dénoncer, puisque quand on découvre un ADN sur une scène de crime, à chaque fois, on pourrait tenir le même langage.
C'est peut-être un ADN qui se trouvait déjà là, c'est peut-être un ADN qui a été mis par la suite, par les enquêteurs ou par quelqu'un d'autre. Alors là, c'était peu probable. Pourquoi ? Parce que ça a été mélangé au sang de la victime. Et par conséquent, c'était très peu probable qu'il s'agisse d'un ADN de contamination. Non seulement on les retrouvait sur les deux portes, mais également sur le chevron qui avait servi à frapper Madame Marshall. Tout semblait démontrer que c'était bien un ADN qui n'était pas un ADN de contamination. Ça, c'était l'inscription principale que tout le monde connaît avec la fameuse faute d'orthographe entre le participe passé et l'infinitif. Déjà là, ça démontre l'innocence d'Omar Haddad. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit que cette dame, qui était une femme qui avait été massacrée, elle avait reçu une quinzaine de coups de poignard, elle avait le foie transfixé à 2 reprises, c'est-à-dire transpercé de part en part, elle était égorgée, elle avait été éventrée, elle avait le poignet cassé, elle avait reçu également des coups de chevron, qu'un énorme chevron qui lui avait provoqué un œdème cérébral. Et donc elle était normalement agonisante. Or là, on prétend que cette femme va se relever après avoir subi tout cela, après le départ de son meurtrier qui prétend être Omar Haddad, et avec son propre sang. Alors d'abord, elle va fermer la porte en allant chercher un lit de 12 kilos qu'elle va transporter. Elle va faire un montage sophistiqué avec un chevron, une barre de fer, etc., pour pas que le meurtrier puisse revenir. Et puis après, elle se relève et elle fait cette inscription. Et on s'aperçoit, parce que là on le voit mal, mais ce sont des lettres géantes. On voit que malgré son état, alors qu'elle peut, normalement, quand on a un œdème cérébral, on ne peut plus coordonner ses mouvements. C'est écrit au cordeau. Et il y a des reprises qui sont faites pour que ce soit plus lisible. Et elle n'oublie pas l'apostrophe. Dans cet état, c'est complètement invraisemblable. Et elle ne laisse pas ses empreintes partout. Elle ne se tient pas à la porte. Non, elle doit avoir un équilibre parfait, elle prend son sang, elle dessine ça. C'est invraisemblable déjà, personne n'aurait dû y croire. D'ailleurs, dans les annales judiciaires, dans le monde entier, jamais personne n'a réussi, avant de mourir, à dénoncer son meurtrier avec son sang. On le trouve dans la littérature, dans la fiction, mais pas dans la réalité. Quant à la deuxième inscription, celle-ci, eh bien, elle aurait été faite dans le noir absolu, c'est-à-dire le noir complet. On voit quand même qu'il y a un O, un M, un A, un R qu'elle a essayé de tracer et les lettres se suivent normalement. Alors que si vous êtes dans le noir complet, à chaque fois que vous prenez votre sang, il faut refaire, vous êtes incapable de faire en sorte que les lettres ne se chevauchent pas, premièrement, et puis qu'il n'y en ait pas une qui soit devant et l'autre derrière. Alors là, c'est vraiment juste avant de mourir, car elle ne peut même pas écrire la fin. Donc elle est mourante et elle ferait ses inscriptions. Tout cela n'est pas cohérent, n'est pas compatible. Et les experts, en fait, ont été très incompétents au départ ou alors très complaisants. Omar Haddad clame son innocence depuis 31 ans. Quelles sont les pistes qui pourraient l'innocenter ? Il y avait plusieurs individus qui étaient suspects dans cette affaire parce qu'ils s'étaient constitués de faux alibis et ils pouvaient effectivement être amenés à être intervenus sur cette scène de crime. Et puis, on va également apporter la démonstration que finalement, contrairement à ce qu'avaient dit les premiers experts, qui avaient été très influents sur le procès, ils avaient décrété, 2 experts en graphologie ou tout au moins en expertise dans l'écriture, avaient dit c'est l'écriture de Madame Marshall. Et si c'était l'écriture de Madame Marshall, c'était bien Omar Haddad le meurtrier. Or, cela, on le contestait. C'était pas possible de dire que c'était l'écriture de Madame Marshall. Il n'y avait que 3 mots et on ne pouvait pas se prononcer à 100% comme il l'avait dit. Et puis, en plus, on voyait bien qu'il y avait des discordances totales entre l'écriture de Madame Marshall et ses inscriptions. Donc, on va saisir 12 experts judiciaires français et internationaux, donc suisses, belges, italiens, espagnols. Tout le monde va arriver à la même conclusion. Ce n'est pas l'écriture de Madame Marshall. Et à partir de là, la Cour de révision va ordonner une nouvelle expertise par un collège d'experts agréés par la Cour de cassation. Et là, les expertises vont tomber et dire on ne peut pas dire que ce soit l'ADN de Madame Marshall. Il n'y avait pas la certitude qu'avaient voulu indiquer les premiers experts pendant le procès.
c'est un élément essentiel qui tombait également. Donc il y avait comme ça plein d'éléments à décharge pour Omar Haddad. Il aurait dû obtenir la révision. Mais lorsque ça va passer devant la cour de révision, il y avait des pressions parce qu'il y avait des gens très importants qui étaient dans l'entourage de Mme Marshall, qui pouvaient être compromis dans cette affaire. Et par conséquent, il y a des pressions à l'époque. Et on va rejeter, malgré l'évidence de l'innocence d'Omar Haddad, on va rejeter la requête en révision. Dans le deuxième épisode de cette émission, nous verrons comment la justice française aurait étouffé une piste qui aurait pu disculper Omar Haddad dès 2002. On s'est contenté de demi-recherche parce que j'ai l'impression, j'ai le sentiment qu'on ne voulait pas connaître la vérité si cette vérité pouvait remettre en cause la culpabilité prétendue d'Omar Haddad. C'est un scandale judiciaire, pour nous c'est un scandale d'État même.